Salut tout le monde! Aujourd'hui, on attaque un monument français, l'éducation nationale. Et si vous espérez un constat apaisé de Rosa, rappelez-vous seulement qu'elle votait les filles. Donc, prudence. Mais restez là. Si vous aimez les versions non parfumées à l'eau de rose, vous êtes au bon endroit. On démarre un diptyque. Aujourd'hui, Rosa expose ses constats, ses chiffres, ses solutions. Dans un second épisode, je prendrai la main. On verra ce qui marche ailleurs et ce qui casse chez nous. Croyez-moi, l'écart est continental. Par contre, petite précision, je ne me laisserai plus embarquer. Les 2 derniers réacts, Rosa m'a piégé, elle m'a imposé son rythme. J'avais l'impression de débattre avec une caricature gauchiste de Naruto. Clone, énergie, zéro logique. Mais c'est fini. Aujourd'hui, je garde la main. Et la fameuse capsule, Rosa vous expliquait que les riches ne payent rien. C'est mignon, mais rappel rapide. Les 10% les plus riches payent déjà 75% de l'impôt sur le revenu. Et je sais que ça va surprendre Rosa, mais ils payent aussi la plus grosse part de TVA et des charges. J'aurais adoré le dire en direct, mais Rosa m'a coupé le micro. Littéralement. Méthode très gauche radicale. Revenons à l'école. Je prends 3 chiffres parmi ceux que Rosa m'a donnés. 21% d'élèves en difficulté en lecture. Un enfant sur 5. Ensuite, un peu plus du pourcent de décrocheurs. 100 000 jeunes par an. Une ville entière qui disparaît. Et enfin, les enfants d'ouvriers ont presque 5 fois moins de chances d'aller dans le supérieur. Et sa solution? Toujours la même. Encore plus de sous. Préparez-vous à payer. Avant de lancer Rosa, abonne-toi, clique sur la cloche et mets un petit pouce en l'air s'il te plaît. Ça ne coûte rien, contrairement aux propositions que va faire Rosa. En parlant de toi, Rosa, vas-y, c'est ton moment. Explique-nous ce qui ne va pas à l'école, et pas question de couper mon micro. Cette fois, je surveille les câbles. Bonjour tout le monde. Procope, tu m'as encore fait une entrée façon marteau-piqueur. Je t'admire toujours pour ça, même si tu oublies parfois que des humains nous écoutent, pas des actionnaires. Bon, moi, je vais parler d'école. Et je veux le faire sans cri, juste avec ce qu'on voit partout, dans chaque ville, dans chaque village. On a cassé l'école de la République. Je le dis avec tristesse, vraiment. Ce n'est pas un slogan. C'est ce que vivent les profs, les familles, les gamins. Depuis 2017, on a supprimé 9 350 postes dans le secondaire. C'est énorme. C'est même absurde quand on connaît nos besoins. On a des collèges qui montent à 32 élèves par classe. J'en ai visité un la semaine dernière. Les profs me disaient qu'ils ne voyaient plus les visages du fond. Comment on fait pour repérer un décrochage quand on ne voit même pas les yeux d'un gamin? On ne fait plus. Voilà la vérité. Et pendant qu'on fait moins, on paye mal. Très mal. Un stagiaire sur 5 vit sous le seuil de pauvreté. Je répète souvent ce chiffre parce qu'il me choque à chaque fois. Tu confies des enfants à des adultes précaires. C'est tout sauf sérieux. Le décrochage monte, lui aussi. Presque 100 000 jeunes quittent l'école sans diplôme. Dans un pays riche, c'est une faillite. Pas une fatalité, une faillite. On n'a pas manqué d'État, on a manqué d'efforts. On a serré les dépenses, on a serré les classes, on a serré les salaires. Et on s'étonne que l'école craque. Regarde les chiffres en lecture. 21% d'élèves en difficulté en fin de CM1. La Finlande est à 4%. 4. On n'a pas des enfants moins intelligents. On a un système épuisé. Et tu sais quoi, Procope? Chaque fois que tu parles de privatiser, moi j'entends surtout tri social. Et ça, je le laisserai jamais passer. Petite parenthèse, on n'est pas là pour parler de mes solutions. C'est ton moment, tes constats, tes propositions. Donc tu me laisses en dehors de ton fameux tri social? Merci. Maintenant, revenons à ce que tu viens de dire. Tu décris des situations touchantes, oui, mais tu confonds émotion et explication. On n'est pas sur France Inter, raconter des histoires ne répare rien. Tu parles de visages fatigués, de profs épuisés, de gamins perdus, mais jamais des mécanismes qui ont produit ça. L'école ne manque pas de compassion, elle manque d'organisation. Le pathos, c'est pas un diagnostic, Rosa. C'est juste un coussin pour éviter d'examiner les vraies causes. Tu me connais, je ne fais jamais du pathos pour faire joli. Je parle de choses vécues, pas d'un roman triste. Tu veux des mécanismes? Je vais t'en donner. Quand tu supprimes 9 350 postes, tu fabriques des classes énormes. Des classes énormes créent un suivi fragile. Un suivi fragile fait monter le décrochage. C'est mécanique, pas émotionnel. Tu parles d'organisation? Aucune organisation ne remplace un adulte formé devant 32 élèves. Aucune. Regarde la Finlande. 4% d'élèves en difficulté en lecture. Nous sommes à 21%. Ils ont des effectifs raisonnables, des profs respectés, des salaires décents. Chez nous, un stagiaire sur 5 vit sous le seuil de pauvreté. Avec ça, tu veux une école sereine? Les contractuels tournent, les équipes changent, les méthodes cassent. C'est ça le vrai mécanisme. De l'austérité à chaque étage, jusque dans la salle des profs. L'État n'a pas failli. Ce sont les gouvernements qui ont serré les boulons pour gratter des euros. Et toi, tu appelles ça un problème d'organisation. Moi, j'appelle ça un budget à bout de souffle. Tu peux vérifier dans tes tableurs si tu veux. Euh, le budget de l'éducation, c'est 6,8% du PIB depuis 50 ans. La Finlande est à 5,9. Donc j'insiste, austérité, non. Organisation, oui. Et tes chiffres le montrent. 21% d'élèves en difficulté, presque 100 000 décrocheurs, plus de 9 000 postes supprimés dans un système rigide. On dépense plus que la moyenne OCDE pour des résultats moindres. Tu me donnes des preuves que ton modèle échoue. C'est généreux de ta part. Comparer des pourcentages de PIB sans regarder les élèves, c'est ton petit plaisir coupable. Moi, je regarde la classe, pas le graphe. La Finlande a 2 fois moins d'enfants que nous. Leur dépense par élève est plus haute. Point. Tu compares deux univers sans lien.
Ensuite, mes chiffres ne prouvent pas que mon modèle échoue. Ils montrent les dégâts d'un modèle comptable. Les postes supprimés, les salaires bloqués, les contractuels épuisés. Ce n'est pas la gauche, tu le sais très bien. Un budget stable avec plus de besoins, c'est de l'austérité vécue. Pas sur ton tableau, dans la salle avec 32 gamins qui attendent un adulte. Et tu m'expliques que tout ça vient d'un problème d'organisation. Tu es charmant, vraiment. Mais on ne sauve pas une école avec des colonnes XL. Comparer des budgets en pourcentage du PIB, c'est précisément ce qui permet de mesurer l'effort d'un pays. Et la France met plus que la Finlande, largement. Donc non, c'est pas une question de moyens. Parlons des vraies causes. La massification du bac, les normes qui s'empilent, l'administration tentaculaire, le refus d'évaluer, l'autorité sabordée. Tout ça, c'est ton logiciel politique. Tu décris les dégâts d'un incendie que ton camp a allumé. Je compatis. Mais je ne suis pas dupe. Tu joues avec les pourcentages comme si les classes étaient des tableurs. Moi, je vois des salles pleines, pas des ratios nationaux. Tu parles d'organisation. Je veux bien. Mais une organisation sans adultes, c'est une coquille vide. 9350 postes supprimés. Ce n'est pas un détail. Tu sors la messification comme un vieux disque. Les enfants n'ont pas baissé le niveau par magie. C'est le soutien qui manque. Et tes histoires d'administration tentaculaire, les réformes qui ajoutent des couches viennent souvent de ministres amoureux des indicateurs. Pas de ma famille politique. Les profs passent plus de temps à cocher qu'à enseigner. Tu le sais. L'autorité, tu la lis à des slogans. Moi, je la vois dans un adulte stable, reconnu, présent. Un contractuel épuisé ne tient pas une classe. Et ton incendie, on le voit quand on retire les pompiers, pas quand on scolarise des enfants. Bon, fin de la première manche. Ce que je retiens, on fait toujours le même effort pour de moins bons résultats. Et c'est pas un problème d'organisation. Garanti par toi. Ok. Passons à ton second constat. Ok, on attaque le constat le plus dur à encaisser, même pour moi. L'école française ne réduit pas les inégalités, elle les amplifie. Je le dis sans plaisir, vraiment. C'est même l'une des choses qui me fait le plus mal quand je regarde notre pays. On répète partout que l'école ouvre les portes. La vérité, c'est qu'elle les ouvre surtout pour ceux qui les auraient ouvertes sans elle. Un enfant d'ouvrier a presque 5 fois moins de chances d'aller en fac qu'un enfant de cadre. 5 fois moins. Ce n'est pas une différence, c'est un fossé. Tu le vois dès la maternelle. Un enfant qui arrive avec beaucoup de livres à la maison ne joue pas la même partie. Les habitudes, les mots, les attentes, tout ça compte. Et l'école n'a plus les moyens de compenser ces écarts. Au CP, les difficultés se révèlent vite. Les élèves qui décrochent à ce moment-là ont besoin d'un soutien très présent, mais les RASED ont fondu, les heures de soutien aussi. Les groupes de besoins restent théoriques dans beaucoup d'écoles. Au collège, ça se renforce encore. Les établissements n'ont pas le même nombre d'adultes, ni le même niveau de stabilité. Les contractuels arrivent, repartent, reviennent. Les équipes changent souvent, les projets aussi. Les élèves les plus fragiles perdent leurs repères. Et au lycée, on ajoute la sélection déguisée. Les options rares concentrent les élèves déjà favorisés. Les parcours prestigieux se retrouvent toujours dans les mêmes quartiers. Les familles qui maîtrisent le système contournent les obstacles sans effort. Au final, on obtient une école qui trie. Pas officiellement, bien sûr, mais dans les faits, oui. La naissance pèse trop lourd. L'école ne corrige plus, elle classe. Et ce classement n'a rien de neutre. Il détermine les études possibles, les choix d'avenir, la confiance qu'on aura en soi. Tout ça pour une raison simple. L'accompagnement s'est affaibli là où il était vital. Je ne dis pas ça pour provoquer. Je dis ça parce que c'est ce que montrent les chiffres, et encore plus les vies derrière ces chiffres. Et pour moi, une république ne peut pas accepter que le code postal décide du diplôme. Tu parles comme si l'école recevait des clones. Mais tu sais que c'est pas vrai. Les enfants arrivent avec des écarts énormes. Culturels, familiaux, économiques et potentiels cognitifs. C'est documenté partout. L'école peut réduire un peu ces écarts, mais elle peut pas les annuler. Aucun pays n'y arrive. Tu voudrais qu'elle efface la famille, le quartier, le niveau de stress, la dotation cognitive? C'est impossible. Et surtout, emmener toute une génération au bac sans baisse de niveau, ça existe nulle part. Bac pour tous, niveau pour personne. À un moment donné, il faut le reconnaître. Tu balances des certitudes très propres, mais tu oublies les enfants réels. Les écarts existent, oui, personne ne dit le contraire. Mais tu transformes des conditions de vie en fatalité cognitive. Ce n'est pas la même chose. Un enfant qui dort mal, qui vit le stress, qui manque de mots entendus, n'est pas moins capable. Il a moins d'appui. Ce n'est pas son potentiel qui manque. C'est le temps, la stabilité, les adultes disponibles. Tu dis que l'école ne peut pas tout. Moi aussi. Mais elle peut beaucoup. Elle pouvait davantage avant la disparition du soutien spécialisé. Regarde les pays qui réduisent vraiment les écarts. Ils n'annulent rien, ils accompagnent. C'est ça la différence. Le niveau baisse quand on ouvre plus de portes sans renforcer l'aide autour, pas quand on veut donner sa chance à chacun. Tu vois des limites naturelles. Moi, je vois des marges de progrès qui disparaissent avec les postes. Et le plus triste, c'est qu'on s'habitue à appeler ça normal. Mais tu parles comme si l'école créait les écarts. Non, elle les reçoit. Les différences arrivent avant la maternelle. La stabilité, le langage entendu, le stress, les habitudes et oui, les capacités cognitives. C'est pas une fatalité, c'est pas un jugement, c'est la réalité mesurée. Tu veux que l'école efface d'un coup ce que la famille, le quartier et l'environnement construisent depuis des années? Mais aucun pays n'y arrive. Et quand tu fais passer un diplôme de 29% d'admis à 75, bah le niveau baisse. C'est mathématique, pas politique. Tu présentes les écarts comme des lois naturelles. Ce n'est pas ça que je vois. Oui, l'école reçoit des écarts énormes. Personne ne le nie. Mais recevoir n'est pas valider. Ce n'est pas la même chose.
Un enfant qui arrive avec moins de mots entendus n'a pas moins de capacité, il a moins d'appui. La différence est là. Les neurosciences le disent depuis 20 ans. L'école ne peut pas tout refaire, je te l'accorde, mais elle peut réduire, amortir, ralentir. Elle le faisait mieux quand le soutien spécialisé existait encore. Sur le bac, tu simplifies beaucoup. Le niveau baisse quand on élargit l'accès sans renforcer l'aide. Pas quand on ouvre des portes. Et sur aucun pays n'y arrive, je t'arrête. Certains réduisent bien plus les écarts que nous. Pas totalement, mais nettement. Dire que c'est mathématique, c'est une façon polie de renoncer. Moi, je ne renonce pas. Tu me fais dire ce que je n'ai pas dit. Je parle de réalité, pas de fatalité. À quoi sert un bac pour 80% d'une génération si seuls 54% ont un diplôme d'études supérieures? Ça nourrit personne, ça retarde juste l'échec. Les élèves fragiles auraient réussi ailleurs, CAP, BEP, filière pro, du concret, pas du décor. Ta massification a tout faussé. Le bac pour tous implique une baisse de niveau. Et sélection plus dure, plus tard. Parce que c'est plus l'école qui trie, c'est le système. Et il trie bien plus violemment. Tu présentes l'échec comme une étape obligatoire. Moi, je vois surtout des choix qui aggravent les écarts. Le bac n'est pas un simple ticket pour la fac. Il protège, il ouvre des concours, il donne un niveau reconnu. Le dévaluer, c'est fragiliser les jeunes qui n'ont déjà pas grand-chose. Et non, les fragiles en CAP, ce n'est pas une réponse. Le CAP fonctionne quand il est choisi, pas quand on y pousse des élèves découragés trop tôt. L'échec n'est pas une nature, c'est un moment. Avec du temps, beaucoup remontent. Tu dis que la massification a tout faussé. Le niveau baisse quand on ouvre sans renforcer le soutien, pas quand on donne une chance. Sur le tri, là, je te rejoins un peu. Le système trie durement, parce que l'école n'a plus les moyens d'amortir. Dire que tout est mathématique, c'est juste renoncer. Et moi, je ne renonce jamais. Bon, on va marquer une petite pause, Rosa, parce que tes constats, faut les digérer. Pour résumer ce que tu viens de dire. 1. L'école serait cassée par l'austérité, les postes supprimés et les classes surchargées. 2. Elle ne réduit plus les inégalités. Elle les amplifie et trie socialement. Et ta solution implicite, on la connaît. Tout le monde au bac, puis tout le monde à la fac, et derrière, si possible, un petit job de fonctionnaire bien à l'abri. Sauf que ceux qui n'ont que le bac seront en concurrence frontale avec ceux qui ont, en plus, un diplôme supérieur. Et ton idéal social ressemble furieusement aux expériences communistes qu'on connaît déjà. On a déjà donné, merci. Quant à toi, cher auditeur, si t'es encore là, c'est que l'émission te plaît. Pouce en l'air et abonnement pour faire plaisir à ton Procop préféré. Allez Rosa, passons à ton premier axe d'amélioration. Je suis curieux de voir comment tu comptes réparer tout ça. Tu tires à balles réelles aujourd'hui. Un peu de calme, s'il te plaît. Bien, reprenons calmement. Le premier axe, c'est simple. Remettre des adultes formés devant les enfants. Pas des slogans, pas des rustines. Des adultes, des vrais, des stables, en nombre suffisant. Aujourd'hui, on manque d'enseignants partout. On manque d'AESH, de CPE, de remplaçants, de psychologues scolaires. On manque même de candidats au concours. Ce n'est pas un détail, c'est le nœud du problème. Donc oui, il faut un recrutement massif. LFI parle de 60 000 enseignants sur 5 ans. Pas tombé du ciel ou le tout venant. 60 000 ciblés pour repasser sous 20 élèves au primaire et au collège, 25 au lycée, 15 en lycée professionnel. C'est atteignable, c'est même indispensable. On parle aussi de titulariser les contractuels. Il y en avait 40 000 en 2022. 40 000 personnes qui font tourner l'école avec des contrats fragiles. Ça n'a aucun sens, pour eux, pour les élèves, pour les équipes. La stabilité, ça se construit, ça ne se sous-traite pas. Évidemment, il faut rendre le métier attractif. Là, je suis catégorique. Tant qu'un jeune professeur gagne moins qu'un débutant du privé, bac+3, on perdra des talents. On les perd déjà. On le voit dans les concours remplis à moitié. Donc oui, une vraie revalorisation, pas un cache-misère. On parle de 10% immédiat, puis d'une montée à 30% en quelques années, avec un effort particulier en début de carrière. Parce que c'est là que tout se joue. Tu veux attirer? Tu payes correctement, c'est la base. Le coût, 8 à 10 milliards d'euros par an, progressif. C'est énorme? Non, c'est moins qu'une niche fiscale mal conçue. C'est moins que certaines dépenses défensives. Et surtout, c'est un investissement. Le seul qui rapporte vraiment. L'intelligence collective. Réduire les classes, stabiliser les équipes, mieux payer les enseignants. Ce n'est pas un rêve de fonctionnaire. C'est la condition pour que tout le reste fonctionne. Et toi qui aimes les chiffres, Procope, tu verras qu'un adulte de plus devant 20 gamins coûte moins cher qu'une génération perdue. Tes 8 milliards, c'est pas tout à fait ça. C'est ce qui arrive quand une nullité comme Coquerel s'occupe de faire un budget. L'OCDE et bon nombre d'économistes parlent de 14 milliards, en moyenne, pour ton plan. Ajoute les 35 milliards que tu veux pour la santé, on arrive à 49, soit 1204 euros par contribuable, de plus, chaque année. Alors, toi, t'appelles pas ça un impôt, mais moi si. Et quand tu promets 60 000 enseignants de plus, pour donner une image ou un ordre de grandeur, en fait, tu proposes de recruter l'équivalent de l'armée française, en prof. Tu dis investissement. Des économistes, eux, parlent de magie comptable. Et tu sais quelle part de ta cible sera remplie? La partie qui coûte, jamais celle qui rapporte. Tu peux écorcher Coquerel si ça t'amuse. Moi, je parle d'école, pas de petites vannes. Sur le budget, tu fais un calcul très spectaculaire. Mais diviser une dépense publique par contribuable, ça n'a aucun sens. On ne finance pas l'école avec des chèques individuels. On finance un service national qui rapporte à tout le pays.
Entre 8 et 14 milliards, on parle de la même chose. Remettre des adultes devant des élèves. C'est progressif. C'est faisable. C'est beaucoup moins que ce que coûte une génération qui décroche. Pour les 60 000 enseignants, tu compares avec l'armée. Mais c'est 12 000 par an. On l'a déjà fait. La France recrutait plus que ça il y a 15 ans. Et titulariser 40 000 contractuels, ce n'est pas créer une armée, c'est stabiliser l'existant. Tu dis que la partie qui coûte sera faite. Oui, parce que c'est celle qui change la vie des élèves. Moi, je parle d'enfants. Tu me réponds en euros. À un moment, il faut choisir ce qu'on protège. L'argent public ne tombe pas du ciel. On finit toujours par le prendre dans les poches de quelqu'un. Et on appelle ce quelqu'un un contribuable. Et puisqu'on parle d'enseignants, on perd 50 000 élèves par an. Naturellement, les classes devraient déjà se réduire. Mais toi, tu veux recruter une armée pour une population qui se contracte? Ton plan, c'est un Canada Dry démographique. Moins d'enfants, plus d'adultes. On va payer des profs pour des salles vides. Les écoles rurales explosent déjà le budget. Plus de profs pour de pires résultats. Ça confirme ce que je dis depuis le début. On a un problème d'organisation, pas de moyens. Des salles vides? Tu sais très bien que ce n'est pas ce que vivent les profs. Oui, on perd des élèves au niveau national, mais ce n'est pas homogène. Les collèges urbains débordent encore. Les besoins explosent. L'inclusion, les troubles, les violences, la précarité. Ça demande plus d'adultes, pas moins. Dire moins d'enfants, moins de profs, c'est oublier la réalité. Une classe de 20 élèves avec 3 profils lourds demande plus d'énergie qu'une classe pleine des années 90. Et les écoles rurales ne sont pas des coquilles vides. Elles fonctionnent souvent sur le fil. Chaque fermeture casse un village. On en a déjà fermé des centaines. Ton on finira par payer pour rien ne tient pas debout. On paye déjà le manque. On paye en décrochage, en souffrance, en instabilité. Tu veux optimiser un tableau national. Moi, je parle de ce qu'il y a dans chaque classe. Et c'est là que tout se joue. Quand tu retires l'autorité et le soutien aux profs, oui, ça devient la foire. Et tu veux recruter 60 000 enseignants? Mais ce vivier n'existe même pas. Le CAPES est à moitié vide. Tu voudrais doubler la demande en espérant garder le niveau. Plus tu veux recruter, plus tu vas baisser la barre. C'est mécanique. Et titulariser 40 000 contractuels d'un coup, c'est pas stabiliser l'école. C'est fabriquer du hasard pédagogique. L'autorité ne tombe pas du ciel non plus. Elle vient d'adultes stables, pas de discours. Le vivier s'effondre parce que le métier n'attire plus. Tu le sais. On ne manque pas de talent. On manque d'envie d'entrer dans un métier sous-payé. Recruter 60 000 enseignants sur 5 ans, ce n'est pas baisser la barre. C'est redonner envie à ceux qui se sont détournés. Les pays qui payent mieux recrutent mieux. Et titulariser 40 000 contractuels, ce n'est pas du hasard. Le hasard, c'est maintenant, avec des équipes qui tournent tous les 3 mois. La stabilité crée l'autorité, pas la précarité. Tu parles de mécanique. Moi, je vois des causes. Et c'est là qu'il faut agir. Donc, payer plus et prier pour que ça règle tout? Sacré plan. Allez, passons à ton deuxième axe d'amélioration. Je suis curieux. Tu vas adorer ce deuxième axe. Je le sens déjà dans ton sourire. Pour moi, une école émancipatrice doit être publique, gratuite et laïque. Pas par dogme, par efficacité. Parce que quand tu mélanges argent privé et mission publique, tu fabriques des inégalités. On les voit déjà partout. Aujourd'hui, l'État verse plus de 8 milliards d'euros aux établissements privés sous contrat. 8 milliards pour 2 millions d'élèves. Et dans le même temps, le public manque de tout. De profs, d'AESH, de remplaçants, de psychologues. On finance deux systèmes au lieu d'en solidifier un. Donc oui, je veux conditionner ces subventions. Ou les supprimer quand la mixité sociale est inexistante. Parce que beaucoup d'établissements privés accueillent surtout les familles les plus favorisées. Ils trient sans le dire. Le public récupère les restes. C'est lui qui prend les vagues. L'idée est simple. Si un établissement privé reçoit de l'argent public, il respecte les obligations publiques. Carte scolaire, mixité réelle, accès équitable. Sinon, pas de financement public. Point. Et si on intègre le privé à la carte scolaire, on casse l'effet de bulle sociale. On remet de la respiration. On évite les ghettos d'un côté, les enclaves de l'autre. C'est faisable. C'est déjà fait dans d'autres pays. Ça ne coûte presque rien. Et ça rapporte beaucoup en cohésion. Ensuite, il y a Parcoursup. Pour moi, c'est un mur. Ce système fabrique du stress, de la sélection opaque, des stratégies absurdes. On pense orientation, on crée surtout de la peur. Je veux revenir à un bac unique qui garantit l'accès au supérieur, avec des places supplémentaires en BTS, en IUT, dans les filières sociales et sanitaires. Rien de démesuré, 10 000 places par an. On peut le faire, on doit le faire. Et parce qu'une école émancipatrice doit être vraiment gratuite, je veux la gratuité totale. Cantine, transport, sortie, manuel, fourniture. Les familles ne doivent pas calculer avant de dire oui. Le coût, 2 à 3 milliards réinvestis grâce aux économies du privé. Tu vois, c'est pas une révolution rouge. C'est juste une école qui protège tout le monde, pas seulement ceux qui peuvent contourner le système. Donc, ton plan, c'est égaliser le privé par le bas? Sympa. Tu veux imposer la carte scolaire et la mixité obligatoire au privé sous contrat? Très bien. Mais tu sais qui tu punis? Pas les riches du hors contrat, les classes moyennes. Celles qui n'ont que le privé sous contrat pour sortir leurs gamins d'établissements publics saturés. Avec ton système, le privé devient public, mais financé deux fois, et sans aucune garantie de niveau. C'est facile de parler d'égalité quand on n'a pas besoin de la subir. Non, je n'égalise rien par le bas. Je refuse juste qu'on finance des bulles avec l'argent de tous. Les familles du privé sous contrat ne sont pas mes adversaires. Ce sont souvent des classes moyennes épuisées par un public saturé. Et tu le sais très bien. Le vrai problème, ce n'est pas le privé. C'est qu'on laisse le public s'effondrer. Avec deux systèmes en parallèle, payés par les mêmes familles. Elles financent deux fois pour obtenir une place correcte. La carte scolaire n'est pas une punition.
C'est un outil pour éviter les ghettos. Et si un établissement reçoit de l'argent public, il respecte les obligations publiques. Liberté totale s'il s'autofinance. Obligation s'il prend l'argent de tous. Le privé reste privé. Il ne devient pas le public. Il devient cohérent avec les principes républicains. L'égalité, ce n'est pas subir. C'est le minimum quand chacun paye pour tous. Et les classes moyennes méritent mieux qu'un système qui les pousse à fuir. Donc, tu admets que le public s'effondre, et tu veux aligner le privé dessus? Logique imparable. Passons à ton bac unique. Un t-shirt taille unique, ça n'habille personne correctement. Tout le monde n'a pas les mêmes appuis, ni le même type d'intelligence. Les filières pro et techniques ne sont pas inférieures, elles sont différentes. Quand tu forces tout le monde vers un bac général qu'il n'a pas choisi, tu casses tout le monde. L'égalité, c'est pas de mettre tous les élèves dans la même case, c'est d'arrêter d'avoir une seule case. Je n'aligne personne sur un effondrement. Je veux relever le public, pas rabaisser le privé. Pour le bac unique, tu caricatures. Un bac unique, ce n'est pas un bac uniforme. C'est un diplôme commun, clair, lisible, reconnu. Les parcours restent différents, pro, techno, général. Simplement, ils ne sont plus hiérarchisés avant même d'exister. La voie pro n'est pas inférieure, elle est maltraitée. Effectif énorme, plateau technique dépassé, horaire coupé. C'est ça qui la casse, pas un bac commun. Dire une case, c'est oublier la réalité. Aujourd'hui, la vraie case, c'est Parcoursup et sa sélection opaque. C'est ça qui enferme, pas la construction d'un socle commun. L'égalité, ce n'est pas mettre tout le monde dans la même boîte. C'est empêcher que l'origine sociale décide du parcours. Et tu le sais, moins de hiérarchie entre filières, c'est plus de dignité pour chaque élève. Relever le public en prenant le public comme base pour aligner le privé. C'est réparer un bateau qui coule en forçant tout le monde à monter dedans, ça n'a aucun sens. Et ton modèle entier suit la même logique. Un système unique, un bac unique, une orientation unique, une carte scolaire obligatoire, un privé normalisé, un supérieur presque sans sélection, le tout contrôlé par l'État. Tu appelles ça de l'émancipation. Moi, j'appelle ça de l'uniformisation intégrale. Varier les talents, c'est libéral. Les réduire, c'est soviétique. Tu veux casser les bulles sociales? Certainement pas en créant une bulle d'État qui engloutit tout. Tu vois de l'uniformisation partout, même où il n'y en a pas. Relever le public, ce n'est pas forcer tout le monde dedans. C'est arrêter de laisser des millions d'enfants dans un système qui manque d'air. Le privé sous contrat garde sa liberté. Il respecte juste les règles quand il prend l'argent de tous. Et mon bac unique n'efface rien. C'est un diplôme commun, pas une voie unique. Les parcours restent différents. La hiérarchie sociale disparaît. C'est ça l'émancipation. Tu parles de bulle d'État. Moi je vois une société qui se fracture. Des ghettos scolaires, des familles qui fuient, et un service public qui étouffe. Varier les talents, c'est possible seulement quand tous les parcours sont regardés comme dignes. Pas quand 3 lettres collées sur un diplôme décident d'une vie entière. L'égalité, ce n'est pas mettre tout le monde au même endroit. C'est permettre à chacun de choisir d'où il part. Bon, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Récapitulons. Pour Rosa, constat 1, l'école est cassée par l'austérité, les postes, les classes blindées. Constat 2, l'école amplifie les inégalités et trie au code postal. Et ses remèdes? Axe 1, 60 000 profs, 40 000 titularisations, salaire plus 40%, milliards à l'appel. Axe 2, public recentralisé, privé sous perfusion d'État, bac quasi universel, supérieur ouvert, gratuité totale. Et surtout, détail charmant, quand Rosa répète que le public s'effondre, bah faut surtout pas comprendre ça. Parce que derrière, tout son projet consiste à l'étendre à tout le monde. Plus d'impôts, plus d'État, plus de normes, moins de choix, moins de concurrence, même moule pour tous. Et elle appelle ça de l'émancipation. Moi, j'y vois surtout une gigantesque illusion égalitaire, et payée au prix fort. Maintenant, à toi de jouer. Raconte-nous en commentaire ton école, celle de tes gamins, de tes élèves, profs, AESH, CPE, parents, étudiants. Dis-nous ce que tu vis vraiment. Et si tu trouves que j'exagère, argumente. Par contre, pas de slogan, des faits. Et tu peux le faire aussi sur X, avec le hashtag #DiazelDDRP officiel. Propose aussi nos prochains sujets. Retraite, sécurité, logement, université, immigration, on a de quoi faire. Si tu as raté notre diptyque sur la santé, les épisodes doivent apparaître sur ton écran si Rosa s'est pas plantée. Dans le prochain épisode sur l'école, on parlera de mes constats et de mes solutions. Rosa viendra me casser les pieds, je promets moins de bons sentiments, mais on prendra en compte ce qui fonctionne ailleurs. En attendant, reste curieux et garde ton esprit critique.